Alors, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, on va essayer d'expliquer le cinquième chapitre, le chapitre des équations de Maxwell. Alors, dans ce chapitre-là, donc, on va voir qu'il y a 4 équations, donc, qui régissent en quelque sorte les lois de l'électromagnétisme. Donc, on va les voir sous la forme locale et sous la forme intégrale. Donc, quand on parle de la forme locale, donc on parle de deux opérateurs, donc le rotationnel et la divergence. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut appliquer le rotationnel, que ce soit pour le champ électrique, que ce soit pour le champ magnétique B. Donc il y a à quoi est égal la rotation de E, à quoi est égal la rotation de B. Pour la divergence, pareil, la divergence de E à quoi est égal et la divergence de B à quoi est égal. Donc comme ça, on a 4 équations, d'accord, sous forme locale. Alors pour la forme intégrale, il y a le flux et il y a la circulation. Donc circulation et le flux. On sait très bien que la circulation, c'est l'intégrale de l'opérateur de champ de vecteur d de L. Et le flux, c'est double intégrale du champ de vecteur d de S. Bien sûr, ici, l'intégrale sur un chemin. Ici, l'intégrale sur une surface. D'accord? Alors, on va distinguer donc deux types d'équations. Donc, on va commencer par des équations de structure. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'intervention des sources. Alors, on commence par l'équation de Maxwell-Flux. Donc ça, c'est l'équation que nous avons déjà vue qui reste valable en régime variable. C'est la divergence de P est égale à 0. Donc elle caractérise le fait que le flux donc, reste conservatif. Donc pour faire la forme intégrale de cette équation-là, on sait très bien que ça traduit que le flux, elle est à travers une surface fermée, elle est fermée, elle est nulle. Alors, c'est-à-dire que double intégrale sur une surface fermée de B d de S est égale à 0. Donc, bien sûr, ici, c'est une surface sigma qui est fermée, une surface fermée. Donc ça, c'est la première équation. Donc ici, vous voyez très bien qu'il n'y a pas d'intervention de source. Ici, donc, on a un champ magnétique, ça veut dire qu'il n'y a pas d'intervention de J. Alors pour la deuxième équation, donc l'équation de Maxwell-Faraday, donc le rotationnel de E est égal donc à moins d de P sur d de T. Alors la forme intégrale de ça, c'est du rotationnel, c'est la circulation de E d de L sur un chemin C, ou bien sur un circuit C fermé. D'accord? Alors est égal à moins, donc double intégrale de d de B sur d de T, d de S. Bien sûr, sur une surface sigma qui s'appuie sur le contour C. Donc cette surface sigma, elle s'appuie sur le contour C. Alors donc ça c'est pour les équations, les deux équations où il n'y a pas d'intervention de ρ et de J. Donc vous voyez très bien, donc pour la forme locale, nous avons vu donc le rotationnel de E, d'accord? Et nous avons vu la divergence de B. D'accord? Donc dans les deux autres équations, on va essayer de voir donc le rotationnel de B et la divergence de E. Alors bien sûr ici il y a l'intervention des charges, des charges pour le champ électrique et des courants pour le champ magnétique. Donc vous connaissez très bien donc l'équation ça veut dire le théorème de Gauss. Donc on déduit du théorème de Gauss la forme locale qui est la divergence de E est égale à ρ sur epsilon 0. Alors, et la forme intégrale, c'est le flux à travers une surface fermée de E d de S
Alors ça, c'est le théorème de Gauss, donc est égal au Q intérieur sur epsilon 0. Ça, c'est le théorème de Gauss. Alors, pour la dernière équation, donc équation de Maxwell-Ampère, vous vous rappelez très bien que nous avons vu la forme locale, c'est le rotationnel de P. Nous avons vu qu'il est égal à mu0 fois J. D'accord? Mais ça, on l'a vu en régime stationnaire. Alors, en régime variable, donc il y a un autre terme qui va s'ajouter. D'accord? C'est donc epsilon 0 d de E sur d de T. Epsilon 0 d de E sur d de T. D'accord? Donc, ça veut dire c'est mu0 J plus mu0 epsilon 0 d de E sur d de T. Alors, et la forme donc intégrale, c'est l'intégrale donc de la circulation de P et de L sur un contour C. Alors, est égal à mu0, facteur donc de ion lacé que nous avons déjà vu, théorème d'Ampère, plus un autre courant qui est créé suite la variation du champ électrique. Donc epsilon 0 d de E sur d de T d de S. D'accord? Alors, remarque donc la dernière équation en régime stationnaire. Donc, à quoi est égale cette équation-là en régime stationnaire? C'est-à-dire il n'y a pas de variation de E. Donc, c'est le rotationnel de P est égal à mu0 J. Donc, c'est ce que nous avons vu dans la forme locale du théorème d'Ampère. Alors, en régime variable, le champ magnétique se crée par la variation du champ électrique. D'où l'ajout de ce terme-là. Le terme mu0 epsilon 0 d de E sur d de T. Donc, c'est que qui indique que la variation d'un champ électrique, ça crée donc un champ magnétique. Alors, donc ça, c'est pour les 4 équations de Maxwell. Donc, on va essayer de voir maintenant la résolution des équations de Maxwell. Donc, premièrement, on va commencer par les équations de Poisson. Associer le potentiel A et le potentiel V. Donc, bien sûr, le potentiel A et le potentiel V, donc ils sont associés au champ magnétique EB par les relations. Donc, on sait très bien que B est égal au rotationnel de A et E est égal moins gradient de V. Bien sûr, on a montré que en régime variable, ça, c'est pas seulement moins gradient de V, donc moins un autre terme qui est moins d de A sur d de T. Donc ça, c'est l'association du potentiel, donc vecteur A et le potentiel scalaire V au champ, donc E et au champ B. Alors bien sûr, la définition du couple donc VA, elle n'est pas unique. Donc, on va essayer de trouver, donc, car on est en train de chercher une solution. Donc, on va prendre les deux équations. Donc, la divergence de E est égale à ρ sur epsilon 0. Et on va prendre le rotationnel de B. Le rotationnel de B est égal, on sait très bien que le rotationnel de B est égal, on l'a déjà vu dans les équations de Maxwell, est égal à mu0 J plus l'autre terme mu0 epsilon 0 d de E sur d de T. Donc, on va essayer de remplacer ici donc le E par moins gradient de V moins d de A sur d de T. Et on va remplacer B par le rotationnel de A. Donc, si je prends maintenant le divergence de E,
donc div de E, à quoi est égal? Est égal à la divergence de, je remplace donc E par moins gradient de V moins d de A sur d de T. Donc ça, c'est la divergence de E. Donc je remplace ici le E par moins gradient de V moins d de A sur d de T. Donc ça est égal à moins divergence du gradient de V moins divergence de d de A sur d de T. Donc c'est moins divergence du gradient de V moins divergence de d de A sur d de T. Alors, on sait très bien que la divergence du gradient, ce n'est que le Laplacien. Donc ça, c'est Laplacien de V. Donc, est égal à moins Laplacien de V moins la divergence de divergence de A sur rond T. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? Donc ça, on sait très bien que ça est égal à ρ sur epsilon 0. Est égal à ρ sur epsilon 0. Donc ici, c'est la divergence de E, c'est la forme locale du théorème de Gauss, donc est égal à ρ sur epsilon 0. Donc on obtient une équation qui s'appelle donc l'équation de Poisson. Donc on va ramener ici le Laplacien de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir que Laplacien de V plus ρ sur epsilon 0 plus ρ sur epsilon 0 est égal moins t rond sur t rond t, divergence de A. Alors ça, d'une part. D'autre part, donc on va essayer de prendre le rotationnel de B et on va remplacer par le donc B par rotationnel de A. Donc rotationnel de B est égal au rotationnel du... Donc B, c'est rotationnel de A. Rotationnel de A. Alors, dans les rappels, nous avons vu que le rotationnel du rotationnel est égal au gradient de la divergence moins Laplacien. Donc ça, c'est le gradient de la divergence de A moins le Laplacien de A. Ça, c'est une relation que nous avons déjà vue dans les rappels mathématiques. Donc, le rotationnel de rotationnel, c'est le gradient de la divergence moins le Laplacien. Donc, on va essayer d'écrire ça. Donc, à quoi est égal? On sait très bien que le rotationnel de B, c'est mu0j plus mu0 epsilon 0 t rond de E sur t rond de T. Donc ça, c'est donc l'expression du rotationnel de B. Donc on obtient Laplacien. Donc ça va nous donner que le Laplacien de A, donc Laplacien de A, donc on va le faire dans l'autre côté. Donc D de E, déjà, on va le remplacer par
l'expression de E est également gradient de V moins d de A sur dt. Donc ça va nous donner Laplacien de A plus mu 0 J plus mu 0 epsilon 0, donc d rond sur d rond de t, de moins gradient de V moins d de A sur d de t. Donc ça, c'est l'expression de E. Et ça est égal au gradient de la divergence de A. Alors, ça va nous donner, donc on va donc séparer ici. Donc ça va nous donner le Laplacien de A plus mu 0 J. Alors, moins mu 0 epsilon 0, moins mu 0 epsilon 0, d rond sur d rond de t, de gradient de V. Gradient de V, pardon, gradient qui est vecteur V scalaire. Moins mu 0 epsilon 0, d rond sur d rond de t, gradient de V, moins mu 0 epsilon 0. Alors, à dérivée seconde, donc d rond carré donc au A sur d rond de t au carré. D'accord? Donc, car ici, ça va nous donner la dérivée seconde. Donc, ça est égal au gradient de la divergence de A. Alors, c'est-à-dire que Laplacien de A moins mu 0 epsilon 0, donc d rond au carré de A sur d rond de t au carré, plus mu 0 J est égal. Donc ça, je vais ramener ce terme-là dans l'autre côté. D'accord? Ça veut dire que c'est le gradient de mu 0 epsilon 0 d rond de V sur d rond de t. Alors ça va être égal, donc je vais l'ajouter à l'autre gradient. Donc ça va nous donner gradient de quoi? Gradient de mu 0 epsilon 0 mu 0 epsilon 0 d rond de V sur d rond de t plus divergence de A. Voilà, c'est la deuxième équation qu'on va obtenir. C'est-à-dire que ici, on va obtenir quoi? Donc, Laplacien de A moins mu 0 epsilon 0 au carré de A sur t au carré plus 0j est égal au gradient de donc la divergence de A plus mu 0 epsilon 0 d rond de V sur d rond de t. Donc ça, c'est l'expression de... bon, ça va être l'équation du Poisson pour le potentiel vecteur A. Et la première, c'est l'équation de Poisson pour le potentiel V. Alors, on a dit que le couple VA donc, n'est pas donc unique. Donc, nous, on va adopter une solution de telle façon à simplifier. C'est-à-dire qu'on va prendre la div de A plus mu 0 epsilon 0 d de V sur dt, on va le prendre égal à 0. Donc, il s'appelle donc la condition ou bien la jauge de Lorentz. C'est-à-dire que ici, donc la condition qu'on vient de prendre, ça s'appelle donc la jauge de Lorentz. Ça veut dire que ce terme-là, on va le prendre égal à 0. Donc ce terme-là, c'est-à-dire que la divergence de A plus mu 0
epsilon 0 dit de V sur dit de T égale à 0. Donc, quand on va prendre ça égale à 0, ça veut dire que on va obtenir l'équation de Poisson ici, en A. Alors, ça va être quoi? Donc, ça va être Laplacien de A moins mu0 epsilon 0 d rond carré de A sur dt carré plus mu0 j égale à 0. Car on a adopté ça égale à 0. Bien sûr, on définit donc le C, donc la vitesse de la lumière, C est égal. Donc, il y a une relation entre la permittivité et la perméabilité du vide. Donc, c'est la racine de epsilon 0 mu 0. Donc, est égal à 3, à peu près 3 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Donc, si je prends ici donc mu 0 epsilon 0, donc ça va être 1 sur c carré. Donc, si je fais le carré ici, donc ça va nous donner 1 sur c carré. C'est-à-dire que l'équation de Poisson en A, donc ça va s'écrire, donc, Laplacien de A, moins 1 sur c au carré de, alors, de t rond 2 au carré de A, sur dt au carré, plus mu0 j, égale à 0. Vecteur nul, bien sûr. Alors, ça, c'est l'équation de Poisson en A. Pareil, quand on va remplacer la jauge de Lorentz ici, donc on a Laplacien de V plus ρ sur epsilon 0 est égal à moins d sur d de t divergence de A. On sait très bien que divergence de A est égal à moins ça. Donc, ça veut dire que on va obtenir, donc finalement, pareil, donc Laplacien de V moins 1 sur c au carré, au carré de V sur dt au carré, plus ρ sur epsilon 0 est égal à 0. Et donc ça, c'est l'équation de Poisson en V, avec bien sûr, on a dit C. C est égal à 1 sur la racine de epsilon 0 mu 0, qui est presque égal à 3 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Alors, je signale ici que l'équation que nous avons trouvée pour le potentiel V, c'est ça. Donc, en appliquant la condition qui dit la jauge de Lorentz qu'on a adoptée, on a la divergence de A est égale à moins mu0 epsilon 0 d de V sur d de t. Donc, c'est-à-dire quand on va réécrire l'équation, on va remplacer la div de A par moins mu0 epsilon 0 d de V sur d de t, et on obtient donc l'équation qu'on vient d'écrire ici. Alors, vous voyez très bien qu'on a une analogie. Ça veut dire que si je prends ici, j'ai le Laplacien, donc le Laplacien de A, ici le Laplacien de V. Ça veut dire que A, par analogie, donc je peux remplacer A par V. Alors, vous voyez très bien ici 1 sur C carré, 1 sur C carré, donc la dérivée seconde. Ici, donc pareil, A, et l'analogie de A, c'est V. Alors, ici, ρ sur epsilon 0. Donc, ρ, c'est J, donc l'analogie de ρ, c'est J. Et mu0, c'est 1 sur epsilon 0. Donc, mu0, c'est 1 sur epsilon 0. Ça veut dire qu'on peut passer donc, par analogie entre les deux équations en respectant ces conditions-là. Maintenant, on va essayer de faire la résolution de ces équations-là. Donc, avant de commencer la résolution, on va essayer de rappeler déjà pour le régime stationnaire. C'est les équations que nous avons déjà vues en électrostatique. Donc, si je prends le régime stationnaire, ça veut dire quoi? Il n'y a pas de variation de V, donc ça veut dire que d de V sur d de t égale à 0. Pareil, donc la dérivée seconde de V, toujours, elle est nulle. Et la variation de A, elle est aussi nulle. Il n'y a pas de variation par rapport au temps. Donc cette condition-là, puisque je n'ai pas ici de variation de V, ça veut dire que la condition, ça va devenir divergence de A égale à 0. Et c'est la jauge de Coulomb que nous avons déjà vu en électrostatique.
dans le régime stationnaire. Et les équations, donc, ils seront ici, il n'y a pas de variation, ça veut dire que ça va nous donner Laplacienne de A directement plus mu0 J égale à 0. Vecteur nul. Ça, c'est pour le potentiel vecteur. Et pour le potentiel scalaire, ça va être Laplacienne de V plus ρ sur epsilon 0 est égal à 0. Donc ça, c'est les équations en régime stationnaire. Alors, donc, ces équations en régime stationnaire, alors quand on va faire la résolution de ces équations-là, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver que le potentiel en un point M, bien sûr, quand je prends la distribution et un élément élémentaire des deux taux de la distribution, donc j'intègre sur le potentiel élémentaire, et ça, on retrouve l'expression que nous avons vue l'année dernière en électrostatique. Donc, c'est-à-dire que le potentiel est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0. Donc, triple intégrale de ρ de P, du point P, sur PM, sur la distance PM. Bien sûr, P, un point qui appartient à la distribution. Donc ça, on obtient l'expression du potentiel scalaire, le potentiel associé au champ électrique au point M, donc est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0. Donc, triple intégrale de ρ sur PM, bien sûr, ρ des deux temps. D'accord? Donc ça, c'est l'expression qu'on connaît très bien du potentiel en régime stationnaire. Alors, pareil pour le potentiel vecteur. Donc, le potentiel vecteur au point M. Donc, on va obtenir c'est mu0 sur 4 pi. Donc, triple intégrale. Donc, pour le point P appartient à la distribution de, cette fois-ci, de J de P sur PM des deux temps. Donc, ça, c'est si on fait la résolution de ces deux équations-là, on obtient ces solutions-là. Maintenant, en régime variable, on va admettre cette solution-là. D'accord? Donc, maintenant, le régime variable, c'est-à-dire qu'il y a la notion du temps. C'est-à-dire que le potentiel, on trouve que le potentiel V au point M, bien sûr, à l'instant T, d'accord? Car ici, maintenant, on est en régime variable, est égal donc à 1 sur 4 pi epsilon 0. Alors, triple intégrale du point P qui appartient à la distribution. Maintenant, de quoi? De ρ, mais bien sûr du point P à l'instant T moins PM sur C. Sur la distance PM, bien sûr des deux temps. D'accord? Donc, vous voyez, c'est presque la même expression, mais sauf ici, au niveau de ρ, c'est ρ du point P, mais à l'instant T moins PM sur C. D'accord? Et pareil pour le champ de vecteur, donc A de M à l'instant T est égal à mu0 sur 4 pi. Donc, bien sûr, triple intégrale du point, on intègre sur le point P qui appartient à la distribution de T. Et pareil, donc le J du point P à l'instant T moins PM sur C. Donc, sur la distance PM des deux temps. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? PM sur C, c'est un temps, parce que PM, c'est la distance PM. Alors, quand je vais la diviser par la vitesse de la lumière, donc ça va être quoi? C'est le temps nécessaire pour aller de point P au point M avec la vitesse de la lumière. D'accord? Donc, on voit très bien que le champ EB en M à l'instant T, il dépend de la source à l'instant T moins TP. C'est ce que nous définit donc le phénomène de propagation. Puisque le champ ici, le potentiel associé le champ, il dépend de la source à l'instant T moins PM sur C. C'est ce que nous définit le phénomène de propagation.